Donc, en premier lieu, bienvenue. Donc, je suis Hervé Philibien, ingénieur d'application et responsable de l'agence Rhône-Alpes pour SolidCam France. Aujourd'hui, l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter les nouveautés de SolidCam 2024. On va pas parler de toutes les nouveautés, on va se focaliser sur certaines thématiques en particulier. Et ensuite, il y aura voilà, d'autres webinaires un peu régulièrement pour évoquer potentiellement d'autres sujets. Alors en premier lieu, la version 2024 de SolidCam, elle est actuellement en version SP2. Elle est ouverte à tous du moment que vous êtes sous contrat de maintenance. Pour y avoir accès, il suffit de vous rendre sur le site internet en vous connectant à votre compte et voilà, en fonction de si vous êtes sous maintenance ou non, vous aurez accès ou non à cette nouvelle version SolidCam 2024 SP2. Si jamais vous n'avez pas encore de compte sur le site internet, ben on vous encourage à créer votre compte. Pour créer votre compte, il vous sera demandé votre numéro de licence SolidCam. Et c'est justement par rapport à ce numéro de licence qu'une vérification sera faite par rapport à votre contrat de maintenance. Si vous êtes sous contrat de maintenance, bah, vous aurez accès au téléchargement. Si vous n'êtes plus sous maintenance, bah, à ce moment-là, on vous invite à revenir vers nous et on fera le nécessaire pour vous remettre sous maintenance et vous donner accès à cette nouvelle version qui amène quand même pas mal de nouveautés et de points intéressants pour gagner en performance, pour simplifier l'utilisation de SolidCam et voilà, être toujours un petit peu plus performant. La présentation que je vais utiliser ici, elle est également disponible normalement au téléchargement et à la consultation sur notre site internet. Alors on a actuellement sur la page française, il n'y a pas encore les nouveautés de la 2024, c'est en cours de résolution. Cet après-midi, ça sera peut-être déjà disponible. Si jamais voilà, vous vouliez retélécharger cette présentation là que je vais utiliser, soit vous nous envoyez un petit mail au support hein, et on vous la partagera. Soit en fait vous pouvez aussi passer par la page en anglais et à ce moment-là, donc là sur la page en anglais, il n'y a pas de souci. Il y a normalement la page des nouveautés 2024 que je ne vois pas. Bon, c'est en cours de résolution, donc pas d'inquiétude. En tout cas, on vous fera parvenir tout ça. Le webinaire aujourd'hui, il est enregistré en vidéo. Donc vous pourrez aussi après à partir du site internet, ici dans les vidéos depuis notre site, vidéo, webinaire enregistré, vous pourrez reconsulter ce webinaire, le partager avec des collègues, etc. si vous le souhaitez. Bien. Eh ben on y va. Alors je vais faire un peu les choses dans le désordre. Je vais pas forcément suivre la présentation. Il y a un premier point que je veux tout de suite aborder avec vous, qui est pas forcément un point, comment je puis dire, qui va avoir un impact pour les utilisateurs, pour vous directement au quotidien, mais qui néanmoins est un point très important parce que pour nos clients, pour vous en tant qu'utilisateur, on vient d'ouvrir quand même pour le futur et pour la suite de SolidCam, on a franchi une étape importante avec les post-processeurs. Donc cette étape, en fait, c'est ce qu'on appelle les configurations. Donc je vais juste vous expliquer ça. Concrètement, par exemple, ici, là, dans l'exemple que j'ai, je suis sur une Tornos Suisse Deco 36TB. C'est une machine de chez Tornos de décolletage, une machine assez complexe. Donc bien entendu, au-delà des nouveautés, on continue nos efforts dans le développement pour répondre aux besoins des machines de tournage-fraisage complexe et les machines de décolletage complexe. Donc ça, c'est un peu notre ligne continue. Le fraisage n'est pas oublié, rassurez-vous, ainsi que voilà les sujets un peu plus généraux. Mais disons que le fil conducteur est là. Cette machine-là, donc c'est une machine de décolletage. On a un axe B sur lequel il y a une tourelle rotative. Il y a donc ça c'est un canal. Il y a un peigne ici qui est le canal 1 qui va pouvoir se déplacer en XY. On a bien sûr donc la broche principale, la poupée mobile en Z ici. Puis ensuite on a donc un canal, deux canaux, trois canaux ici, puisque en fait il y a aussi un peigne arrière avec des outils qui vont pouvoir être montés en façade et en fait la contre-broche, elle va venir se positionner pour venir travailler
en simultané sur ce canal. Donc voilà, nos efforts pour continuer à répondre aux machines de plus en plus complexes et puis également aussi de garantir un peu la capacité de Solidcam à pouvoir répondre à l'ensemble des machines qu'on est susceptible de rencontrer sur le marché. Dans ce contexte, on établit aussi des partenariats avec les fabricants de machines, et là en l'occurrence c'est le cas pour Tornos. Donc on cherche à développer aussi les nouveaux post-processeurs, on va dire de manière plus globale. L'idée c'est pas juste qu'un revendeur dans un pays développe le post-processeur avec le revendeur de la machine, c'est plutôt que l'éditeur développe le post-processeur avec le fabricant de machine, avec toutes les recommandations, les règles, et que ce post-processeur un peu master, ensuite, il soit dérivé, partagé avec les représentants locaux, et en l'occurrence Solidcam France pour les marchés francophones, donc la France, la Suisse romande, le Benelux, le Maghreb. Et donc, dans ce contexte, il est important que les post-processeurs supportent, par exemple, une multitude de langues. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à cette version de Solidcam 2024 SP2, si on avait un même post-processeur en anglais et en français, on était obligé en quelque sorte d'en faire une copie, une duplication. Et donc le maintien de ces post-processeurs, quand vous aviez une modification faite dans la version française, cette modification, elle devait aussi être dupliquée dans la version anglaise. Et vous comprenez vite que voilà, dans un contexte de multilangue, ça peut vite devenir un petit peu lourd à gérer, à maintenir. Donc pour simplifier un petit peu tout ça, cette version de Solidcam 2024 SP2, elle a introduit ce qu'on appelle le principe de configuration dans les post-processeurs. Donc là, ici, par exemple, j'ai un post-processeur donc pour cette machine Tornos, dans laquelle en fait j'ai pas mal de choses, vous le voyez ici, qui sont en anglais, d'accord, des variables qui sont en anglais. Et donc on va pouvoir en fait simplement dire que ce post-processeur, on va le dériver en une configuration différente. Ici, en l'occurrence, on va créer une configuration française, et à partir de là, on va pouvoir en fait switcher entre la configuration anglaise et la configuration française. Et on peut le faire bien entendu pour les autres langues. Donc par exemple, je vais le faire juste avec, voilà, ça c'est, on va dire que c'est notre numéro de plan, etc., etc. Ça c'est la référence client. Ok. Et donc juste en switchant comme ça d'un onglet à un autre, vous voyez ici que je switch en fait simplement ma langue. Le gros intérêt de cette configuration, c'est qu'à partir de maintenant, si j'applique une modification à mon post-processeur, cette modification, elle va automatiquement s'appliquer dans toutes les langues. Et ça, c'est un vrai point important pour toujours garantir, maintenir des post-processeurs de meilleure qualité, toujours plus fiables, toujours plus performants. Et donc ça, c'est vraiment important. L'autre point aussi, c'est que parmi vous, dans les utilisateurs de Solidcam, il y a parfois des utilisateurs qui vont programmer leurs pièces, mais voilà, leur entreprise ont des usines dans différents pays. Donc ça arrive, on a des clients qui nous demandent voilà, d'utiliser Solidcam et donc les post-processeurs dans un contexte de plusieurs langues. Demain, effectivement, un seul post-processeur vous permettrait de générer le code en quelque sorte soit en français, soit en anglais. Et de la même manière, un même post-processeur pourrait être utilisé dans deux usines, dans des pays différents, avec des langues différentes, mais ça reste le même post-processeur. C'est pas une duplication. Et ça, c'est vraiment, voilà, j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est un gros point important, et ça ouvre la voie, si vous voulez, à toujours plus des post-processeurs de toujours plus de meilleure qualité, même s'il l'était déjà, hein, mais toujours plus de qualité pour la suite. Et toujours dans ce contexte de configuration, c'est un petit peu la slide qu'on a ici. On a aussi la possibilité, au-delà de la configuration de la langue, d'avoir en fait aussi une notion de configuration de version. Donc là, ici, sur cette slide, par exemple, vous le voyez, on a une machine AS VF2 SS 3 axes. On a une VF2 SS identique, mais cette fois-ci avec un diviseur rapporté 4 axes. Et puis on a on a cette fois-ci une VF2 SS avec un diviseur 5 axes rapporté. De la même manière que pour les langues, si je prends la version précédente de Solidcam, ça nous aurait fait 3 post-processeurs
Donc il y a bien sûr des différences qui sont liées au diviseur, mais la partie 3 axes, elle reste la même, complètement la même. Et donc dans le passé, en fait, on aurait eu 3 post-processeurs, et si j'applique une modification sur la partie 3 axes pour l'un, en fait, cette modification, j'étais en quelque sorte dans l'obligation de la réeffectuer dans le deuxième, dans le troisième. Le principe de cette configuration, en fait, elle nous permet maintenant de regrouper ces 3 post-processeurs en un seul fichier. Et donc, quand je vais appliquer une modification, je vais pouvoir choisir d'appliquer cette modification à l'ensemble de mes configurations ou que à certaines. Donc ici, vous voyez, on a un post-processeur ASVF2, mais dedans, on va avoir 3 configurations. Une configuration 4 axes avec le diviseur HRT 160, une configuration 5 axes avec le diviseur TRT 160, etc., etc. Donc, juste pour illustrer ça, je vais faire un petit exemple. Hop, je sauvegarde pas ça. Hop, ici, j'ai par exemple des post-processeurs Bumotech. Donc, c'est une S191 ou S191 en fonction de si vous êtes en France ou en Suisse romande. Et c'est une configuration P, c'est-à-dire qu'il y a juste un étau sur l'élément de reprise. Je l'ouvre ce post-processeur pour vous montrer. Ici, hop, voilà, il y a en fait un élément de reprise sur lequel on peut venir monter un étau à cet endroit-là. Et cette machine, en fait, elle existe en configuration fraisage-tournage ou en configuration que fraisage. Donc c'est pareil, on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir deux post-processeurs historiquement. Et là, à partir de SolidCam 2024, on va avoir la possibilité de les regrouper en un seul fichier. Donc ici, vous le voyez, je le fais pour illustrer. J'ai 2 fichiers VMID. Ces fichiers VMID, c'est les post-processeurs pour chacune des machines. Vous le voyez ici, j'ai un FT pour fraisage-tournage, parce que ça, c'est la version fraisage-tournage. Et puis, j'ai une FL pour la version fraisage. Donc F uniquement. D'ailleurs, si je vais voir dans le post-processeur, vous allez vite voir que, en gros, ici, le type d'usinage est configuré sur fraisage uniquement, et ici, le type d'usinage est configuré sur fraisage et tournage. Et donc, du coup, en fait, depuis l'un des deux, en tout cas, ça n'a pas trop d'importance, je vais lui dire, ok, on va créer une configuration, on va importer donc le deuxième, qui est la configuration fraisage uniquement, le F. Donc ça, tout ça, c'est pas des choses que vous, en tant qu'utilisateur, vous ferez, mais j'ai décidé de vous les présenter parce que réellement, ça fait une des forces de SolidCam et c'est important que vous soyez au courant pour la suite. Donc en quelque sorte, je fusionne les deux post-processeurs en un seul fichier qui va être mon fichier de configuration. Et donc là, je vous laisse regarder ce qui vient de se passer. En gros, j'avais 2 fichiers VMID. Et en fait, ces 2 fichiers VMID, ils ont été configurés, ils ont été fusionnés, pardon, dans ce fichier VMC. Et en fait, ce fichier VMC, c'est en quelque sorte mon fichier qui vient contenir mes 2 configurations. Et à partir de ce fichier VMC, je vais pouvoir basculer maintenant indépendamment entre ma config fraisage et ma config fraisage-tournage. Et donc, si je devais potentiellement appliquer une modification, par exemple, mon point pivot sur mon axe B, en fait, on a détecté qu'il y avait, en tout cas qu'il a bougé, ou en tout cas qu'il y a eu, voilà, la valeur n'est plus la bonne. Ce 62.5 que je transforme par exemple en 63.5, je vais avoir la possibilité, au moment de le sauvegarder que sur une config ou sur les deux. Là, pour l'instant, je le mets que dans ma config F. Si je repasse à la config FT, vous voyez que je suis à 62.5. Si je crée un paramètre, c'est juste pour vous le montrer, hop, ce paramètre, avec un petit clic droit, j'ai aussi la possibilité de lui dire je veux l'appliquer à toutes les configurations. Si je fais ça, vous voyez que moi, pour le maintien de mes post-processeurs, ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Je n'ai pas besoin de faire plusieurs fois le travail. Donc voilà, je ferme un peu cette parenthèse, mais c'était important de vous le faire savoir. De la même manière que, par exemple, parmi vous, il y a peut-être des clients qui ont des tours, allez, mettons un CMZ monotourelle bibroche. Le CMZ, quand vous l'achetez peut-être avec l'option de la lunette. Donc, en gros, vous allez peut-être des fois programmer votre tour avec la lunette, puis des fois, vous allez peut-être démonter la lunette. C'est pareil, dans le passé, on vous fournissait 2 versions de post-processeur. Donc, en cas de modification, il fallait bien maintenir les 2. À partir de maintenant, en fait, tout ça on fusionne en une seule config et ça va permettre d'appliquer les modifications
plus facilement et de maintenir ce principe de configuration. Ça peut arriver aussi parfois, les clients, là en l'occurrence c'est le cas, il y a certaines machines qui vont avoir en fait, donc normalement là il y a un étau qui vient se monter sur la bumothèque. Il y a certaines machines où en gros le haut de l'étau il est aligné avec l'axe de la broche, et puis en fait la même machine, pourquoi, peu importe, la même machine, on en a une en fait, finalement elle est, il y a un décalage de 10,5 mm. Même principe, on va pouvoir en fait créer une config et pas juste dupliquer le post-processeur. On aura une config qui est alignée, une config qui est décalée. Ok, je m'arrête là. Voilà, c'était le premier point que je voulais un peu évoquer avec vous. Mais tout ça, c'est un petit peu important parce que avec cette version SolidCam 2024 SP2, on vient de faire un pas de géant, on va dire, dans la promesse aussi de fournir toujours des post-processeurs toujours de meilleure qualité. Parmi une des nouveautés aussi qui est importante, tout ce qui est opération 5 axes continu, donc ici. Donc là, vous voyez comme la machine, elle avait un axe B sur la tourelle, j'ai accès à toutes mes opérations 5 axes continu. Je vais avoir en fait aussi un gain de performance. C'est-à-dire que quand j'ai une opération 4 axes, 4 ou 5 axes continu, quand on rouvrait en quelque sorte l'opération et qu'on relançait le calcul parce qu'on avait appliqué une modification, en fait le calcul de la trajectoire se refaisait un peu comme si vous l'aviez calculé déjà un peu la première fois. Là, avec la SolidCam 2020, avec SolidCam 2024 SP2, toutes les opérations 4 et 5 axes continus, elles subissent une amélioration. C'est-à-dire que le temps de recalcul, une fois que vous changez une modification, voilà, je change ma tolérance par exemple, je passe à 1/10, en fait le temps de recalculation, il est inférieur au temps de calculation initial la première fois. Donc ça aussi, ça amène un peu des gains de performance dans l'utilisation pour les clients qui utilisent le module 4 et 5 axes continu. Il y a plein de petites améliorations concernant aussi tout ce qui est bibliothèque d'outils, prévisualisation de machines, etc. Donc là, je vais vous faire un exemple. Surtout sur les machines de décolletage, parfois on a des assemblages un peu complexes avec potentiellement plusieurs outils qui vont être montés sur un même porte-outil. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais faire un petit clic droit, je vais lui dire de sélectionner le composant. Ça me permet, moi, de récupérer en fait là le, le peigne pour les outils de tournage. Donc j'ai pas eu besoin de le chercher dans la liste. Et une des améliorations, alors c'est pas grand chose, mais ça a quand même son importance. Vous voyez qu'en fait ce peigne, il a 4 connexions, parce qu'en gros je peux monter 4 outils dans cette connexion. En fonction des fabricants, en fonction du canal sur lequel je suis, en fait des fois la première station, le premier emplacement, ça pourrait être celui-ci, ou le premier emplacement, ça pourrait être celui-là. Et ça, je ne l'ai pas forcément en tête. Donc en fait, vous avez une petite option pour cacher ou afficher les connexions. Et donc du coup, là, ça me permet de voir que en gros, ma première connexion, c'est celle qui est ici, d'accord, si je cache toutes les autres, hein. Vous voyez, je cache les autres connexions. Donc je sais que ma connexion 1, c'est celle-là. Donc en gros, le premier outil que je vais monter, là si je prends un outil de tournage, on va venir le monter dedans. Tac. D'accord. Le premier outil, alors évidemment là je suis pas du tout, faudrait que je mette un carré de, je sais plus d'ailleurs si c'est des carrés de, mettre un carré de 16 ou de 12 peut-être. Hop. En tout cas, c'est là où je voulais en venir. Je crois que c'est 12,01. Faut que je le réinitialise. Voilà. Non, écoutez, c'est moi qui ai fait une bêtise. En tout cas, le premier outil que je viens monter dans mon peigne là, il vient se mettre dans la connexion 1. Et donc c'est là où c'est important en fait potentiellement de voir l'ensemble de ces connexions et qui correspond à qui. Donc là c'est linéaire, à la limite c'est pas trop grave, mais vous voyez dans le cas de colle de signe, est-ce que, puisqu'en plus là on en a 2 qui sont comme ça, est-ce que lui c'est le 1, est-ce que lui c'est le 2, est-ce que lui c'est le 3, ou est-ce que
Enfin voilà, ça a une importance. Sachant qu'en plus sur les machines de décolletage, le nom, hein, dans la génération du code, quand on appelle un outil, quand on appelle le T quelque chose, bien souvent le nom, il dépend aussi du peigne, de l'emplacement dans lequel on a monté l'emplacement du porte-outil dans lequel on a monté l'outil. Voilà. Donc petit détail, mais qui a son importance. Autre chose aussi, quand vous définissez un porte-outil à partir de maintenant, si vous venez ici, là, dans la description, vous avez la possibilité, il y a eu un petit oubli, normalement ça devrait être bien entendu en français, ça sera rectifié la prochaine fois. Vous avez la possibilité aussi de renseigner en fait le fabricant et puis un numéro, une référence de fabricant pour l'ensemble des éléments. D'accord. Donc il y a toute une liste prédéfinie, mais vous pourriez très bien dire, ça c'est mon fabricant. Là en l'occurrence Tornos. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc ça aussi, ça permet de retrouver plus facilement un peu vos éléments après dans votre bibliothèque, quand vous avez des bibliothèques un peu larges. Un point qui est très important, quand vous définissez par exemple un porte-outil ou une connexion, on pourrait le faire par exemple, on va prendre un porte-outil de fraisage sur la tourelle. On va venir ici, sur celui-ci, hop, clic droit, sélectionner le composant, voilà, ça m'y emmène. Et puis on va venir dans les connexions. Je vais retirer là les décalages, on va faire comme si on les connaissait pas, d'accord? Je mets tout à 0. Donc ça souvent, voilà, il va falloir que je renseigne en fait le décalage entre le plan de jauge de mon porte-outil, hein, donc la connexion de là où mon porte-outil va se monter dans la tourelle, et l'endroit où vont venir se monter les outils dans le porte-outil. Donc dans le passé, c'était à vous de renseigner ce décalage. Donc il y a plusieurs manières de faire. Il y a des clients qui simplement mesuraient la valeur et venaient la reporter manuellement. Il y a aussi la possibilité, quand on a un 3D, de définir un système de coordonnées dans SolidWorks à cet endroit-là, un autre système de coordonnées à cet endroit-là, et avec la petite option qui est ici, là, avec les petites flèches, de lui dire récupère-moi le décalage entre le système de coordonnées parent qui est en haut et le système de coordonnées enfant qui est ici. Et là, c'était SolidCam qui vous récupérait le décalage. L'autre manière de faire, qui a été introduite dans la version 2024 SP2 de SolidCam, en fait, c'est de vous mettre dans la case et de venir cliquer directement sur le 3D pour lui dire, en gros, récupère-moi le décalage de cette face-là. Et là, visuellement, vous voyez, j'ai récupéré un 36,6. Et puis, même chose, je me mets dans la case X et puis potentiellement, je vais venir cliquer à un endroit pour récupérer le décalage. Alors là, j'ai choisi un peu le mauvais exemple parce que forcément j'ai quelque chose de cylindrique, donc pour venir récupérer le centre, c'est pas évident. Mais bon, voilà, mettons, je m'y retrouve comme ça. Mais vous voyez l'intérêt, donc n'hésitez pas. Alors, il faut avoir la prévisualisation de l'outil pour le sélectionner. Mais vous cliquez dans la case et vous venez directement cliquer sur le 3D. Ça, c'est quelque chose qui a été introduit dans la 2024. C'est un petit rappel, ça, c'est pas une nouveauté. C'était déjà comme ça dans la 2023, mais je préfère le rappeler pour les clients qui ont des machines de tournage-fraisage avec beaucoup d'outils. Vous avez la possibilité, par exemple, cette opération, enfin, je vais en créer une nouvelle plutôt. Je crée une nouvelle opération. Si je vais dans ma page outils, là, si je fais sélectionner, c'est vrai que ça peut être pas compliqué, mais vous voyez que j'ai beaucoup d'outils, donc j'ai une grosse liste d'outils. Donc pour sélectionner l'outil qui m'intéresse, bon, c'est pas toujours évident ou simple. Donc n'oubliez pas qu'en fait vous avez la possibilité d'afficher la prévisualisation de la machine qui est ici, et en fait directement de lui dire moi l'outil là que je veux utiliser, alors je suis sur un outil de tournage, donc il faut que je prenne un outil de tournage, avec un clic droit, sélectionner le composant. Et en fait ça automatiquement ça vient me sélectionner l'outil dans mon opération. Et franchement pour des cinématiques un peu complexes comme ça, c'est assez simple. Parce que finalement, vous avez défini où est-ce que sont montés les outils, vous venez sélectionner directement l'outil dans la machine. Donc n'oubliez pas cette petite fonction. Oui, bon, alors ça, je passe un petit peu le détail. Ok, vous avez dû le voir là juste avant. Alors je vais fermer cet exemple-là. Voilà, c'était un peu pour vous présenter les avancées aussi en décolletage et sur ces cinématiques machines un peu complexes. De même que, voilà, je vous rappelle quand même que SolidCam aujourd'hui, on développe vraiment des partenariats avec l'ensemble des fabricants de premier ordre de machines, donc Tornos, Citizen Star, et c'est vraiment ce domaine-là, le tournage fraisage complexe et le décolletage qui
qui guide un peu la ligne principale du développement de SolidCam. Je vais ouvrir un autre exemple qui est là cette fois-ci juste en tournage-fraisage. Et sur une NTX de chez, pardon, pas une NTX, une Integrex de chez Mazak. Mais bon, ça aurait pu être sur une NTX de chez DMG Mori. Et ce que je veux vous montrer, donc c'est une des nouveautés. Donc en fait, dans le passé, hop, par exemple, si j'ouvre cette opération-là, dans le passé, vous aviez cette petite option-là pour avoir la prévisualisation des outils dans la CAO. Donc si on clique là-dessus, en fait, on a l'outil qui se balade avec la souris, ce qui est assez pratique. Ça permet voilà, de se rendre compte un peu de si mon outil va passer, des dimensions de mon outil par rapport à ma pièce. Et en fait, avec la 2024, si vous avez défini des éléments de bridage, vous avez aussi cette option prévisualisation du bridage dans la CAO. Et c'est une option qui est hyper pratique parce que dans le passé, alors déjà en fait jusqu'à la version 2023, en quelque sorte, si vous vouliez définir vos éléments de bridage, il fallait les importer dans l'assemblage SolidWorks. Donc mine de rien, ça nécessitait à chaque fois d'importer des fichiers 3D dans le fichier d'assemblage. Donc votre projet FAO, en quelque sorte, en termes de taille, hein, il était lourd parce que au-delà du 3D du brut, au-delà du 3D de la pièce, il y avait aussi les 3D des éléments de bridage. Donc avec SolidCam 2023, on avait introduit dans la bibliothèque, d'ailleurs qui avait été renommée en bibliothèque et pas bibliothèque d'outils, on avait introduit la possibilité en fait de sauvegarder, de cumuler tous vos éléments de bridage. C'est pour ça que la bibliothèque d'outils a été renommée en bibliothèque pour intégrer ce passage-là. Donc là ici, vous voyez, on a défini à partir de notre bibliothèque et cette section bridage des éléments de bridage pour la broche principale. Donc là, en fait, on a simplement un mandrin avec trois morts. Et puis sur la contre-broche, même principe, on a un mandrin arrière avec des morts. Mais l'intérêt, c'est que ces éléments de bridage, ils sont définis dans la bibliothèque et non plus dans le fichier CAO. Alors vous pouvez toujours continuer à le faire avec les fonctionnalités d'assemblage de SolidWorks, hein, mais ça représente l'intérêt de ne pas avoir à le redéfinir à chaque fois dans l'assemblage. Ça permet de le capitaliser dans la bibliothèque et puis ça évite d'alourdir le fichier d'assemblage SolidWorks CAO. Donc une fois que vous avez défini vos éléments de bridage, donc pour les utiliser, hein, ça se fait au niveau de la mise en position. S'il y a un élément de bridage défini dans la mise en position, dans les opérations, vous allez avoir accès à cette petite option prévisualisation du bridage. Et en fait, l'intérêt est le suivant, c'est qu'à partir du moment où cette option est cochée, vous le voyez, quand j'ouvre une opération qui se trouverait en broche principale, SolidCam va m'afficher automatiquement le bridage. Si je ferme mon opération, hop, ça se cache. Si je rouvre une opération, ça se réaffiche. Et puis, même principe, si j'ouvre cette fois-ci, non pas une opération de tournage, mais une opération de fraisage sur la broche principale, cette fois-ci, j'ai mon élément de bridage qui vient de s'afficher, mais non pas en révolution, en état fixe, en tout cas indexé par rapport à l'indexation angulaire du C. Et puis si je vais un peu plus loin, par exemple sur alors en anglais c'est back spindle, c'est c'est la contre-broche, cette fois-ci j'ai l'élément qui s'affiche en contre-broche. Et tout ça, bien entendu, le positionnement, il est défini par rapport à ce qu'on a défini dans la mise en position. Donc ça, c'est très pratique parce que c'est typiquement des informations qui sont un peu nécessaires parce que quand je viens travailler sur ma contre-broche, je veux être sûr de ne pas aller trop loin, pas trop profond pour pas venir toucher dans ma contre-broche. Et en fait, simplement, sans avoir nécessairement besoin de lancer ma simulation, j'ai l'aspect visuel qui me permet de l'indiquer. Et c'est vrai que dans le passé, les clients, c'est un peu des allers-retours. J'affiche mon élément de bridage, je le cache parce que j'en ai plus besoin, j'y reviens. Là, en fait, tout ça, c'est géré automatiquement par SolidCam. Donc ça, c'est une belle nouveauté qui est assez pratique. Un truc aussi qui est très important, ici, je viens dans ma mise en position. Donc la mise en position, pour le rappel, hein, c'est en fait pour définir comment votre pièce elle est montée dans la machine. Donc par exemple, je vais avoir donc la possibilité de lui dire que ma pièce, d'accord, elle est montée, elle est sortie en tout cas de mon élément de bridage de 140 mm. En l'occurrence, là, c'est ce qu'il y avait. Donc je peux faire fluctuer en changeant cette valeur. Si je fais rouler la molette de ma souris, vous voyez que ça me permet de le sortir un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de définir des équations. Alors,
c'est un sujet pour le futur, hein. On aimerait vous permettre de faire des équations dans tous les champs de SolidCam. C'est pas le cas au jour d'aujourd'hui, mais dans la mise en position, c'est le cas dans tous les champs. Donc là, vous voyez, j'ai remis 0. Donc en fait, vous voyez précisément que, en gros, le point de montage de ma pièce dans le mandrin, il est au bout du mandrin, pas au bout de mes morts, hein, parce qu'en fonction de comment je mets mes morts, je pourrais très bien avoir des épaulements, etc. Et je vais avoir la possibilité de me dire, ok, moi, ce que je voudrais faire, c'est au moins sortir ma pièce de la valeur de mes morts, donc en l'occurrence déjà 40, et puis sortir ma pièce de sa longueur. Donc ma pièce, elle fait, alors je l'ai pas mesuré, j'aurais dû le faire avant, excusez-moi. Donc là, je vais vite mesurer entre cette face-là et cette face-là. Donc là, elle ne doit pas être plane celle-là. J'ai 60 mm, donc je vais refaire mon 40 plus 60. Et puis moi, mon outil à tronçonner, allez, il fait bien 4 mm de large. Et puis je veux garder une sécu de 10 mm, donc je vais faire plus 14. Donc si je fais ça, vous voyez en fait, hop, ça me fait la somme. Donc l'accès à ces équations, dans ce contexte de mise en position, ça peut vraiment être pratique pour vraiment un peu cumuler une longueur de bridage, de, une longueur de pièces, etc., etc. Ok, je le remets à 140, enfin, ou j'annule, ça n'a pas trop d'importance. On continue. Il y a un point qui est extrêmement important dans cette version SolidCam 2024 SP2 qui va ravir beaucoup de clients. C'est en fait la gestion du point pilotant quand on fait un déplacement, notamment lors du transfert. Donc là, je vais aller sur mes opérations de transfert avant le tronçonnage. Dans l'opération de transfert, quand on vient se positionner pour serrer la pièce. Donc ici, vous voyez que j'ai une... hop. Tac. Alors ça, c'est ma position de serrage. Je voulais plutôt ma position d'approche. Voilà, on va le faire comme ça. Donc de base, alors on va le ramener à sa position de référence. Voilà. Donc de base, bien entendu, voilà comment je suis. Donc en gros, j'ai dégagé ma tourelle avec un poste de sécurité. J'ai dégagé ma tourelle sous la broche principale pour qu'elle laisse la place à la contre-broche. J'ai dégagé mon axe B. Alors j'ai bien entendu pré-appelé l'outil à tronçonner. Je me suis prépositionné en B, je me suis prépositionné en Z, je me suis prépositionné en X. Et voilà où est-ce que j'en suis. Et donc là, l'idée, on arrive à l'étape où je dois avancer ma contre-broche pour venir approcher en rapide devant ma pièce, puis ensuite approcher en travail avec une vitesse d'avance pour serrer ma pièce. Et là, il y a de grosses améliorations sur ce sujet. Si je prends l'exemple donc de cette Integrex de chez Mazak, mais si on parle du NTX de chez DMG Mori, c'est pareil. Les points qu'on pilote, en règle générale, c'est en fait l'origine machine. Donc ici, en fait, il est matérialisé par le petit point orange. En gros, c'est ce point-là qu'on pilote. Donc si je lui dis, en gros, viens, donc là, j'ai la possibilité, hein, vous vous rappelez, dans SolidCam, dans une MCO, de piloter par rapport à l'origine machine ou par rapport à l'origine pièce. Donc si je lui dis par rapport à l'origine machine, si je lui dis viens à ma position moins 500, par exemple, ok, qu'est-ce qui est à la position moins 500? C'est le petit point orange qui est ici. Alors, il y a bien sûr la possibilité après de travailler avec des macros, de rajouter une variable, donc de dire Z500 plus dièse quelque chose. Et ce dièse quelque chose, ça serait en fait la longueur de mon élément de bridage. Mais en FANUC, de base, il y a peu de clients qui travaillent comme ça. Donc, en règle générale, c'est pas très limpide parce que ce Z500, on ne sait pas vraiment en fait finalement où est-ce que ça nous amène. Alors l'intérêt de SolidCam, c'est d'apporter le visuel. On sait que voilà, plus je vais me rapprocher et plus je vais faire attention de ne pas venir toucher ma pièce. Donc je vais aller en 1400 par exemple. Ok. Mais voilà, le 1400, c'est une valeur par rapport à l'origine machine, c'est pas évident. Si par contre je me mets en origine pièce, hop, je vais retirer tout ça. Je vais lui dire, OK, mettons, j'approche en origine pièce à 10. Ouais, mais là, je suis sur le C, alors forcément, ça n'ira pas. À
en origine pièce à 10 mm, bah, vous voyez, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'en gros, c'est mon point pilotant de ma contre-broche qui approche à 10. Donc j'ai tout l'élément de bridage qui lui est complètement dans ma pièce. Donc en règle générale, en fait, on veut approcher à 10, mais de la même manière, on va pouvoir rajouter la valeur de l'élément de bridage. Donc en fait, on peut aussi faire des équations dans cet MCO là. Alors je sais pas combien j'ai de longueur de bridage, mais je mets 10 parce que je veux approcher à Z10, puis je mets 150 parce que je considère que j'ai un 150 mm d'élément de bridage. D'accord? Donc là, ça me donne 160. Voilà ma position d'approche en rapide. Mais dans le code, ce que je vais obtenir, en fait, c'est cette position-là. Je vais pas générer un Z10. Je vais générer un Z 100, un Z 160, 10 plus 150 de bridage. OK? Maintenant, il y a des fabricants de machines. Alors là, je pense par exemple à Index. Je pense euh, à Bumotech, qui en fait ne pilotent pas l'origine de la contre-broche. Ils ont directement intégré, pareil avec des macros, des variables, etc., la longueur de l'élément de bridage. Et en fait, ce qu'on va venir piloter, c'est vraiment le bout de l'élément de bridage. Et donc, de la même manière, là, ça pose un problème parce que, alors on savait le faire jusqu'à présent, il n'y a pas de souci dans SolidCam, en quelque sorte, ce 160, on y déduisait la valeur du bridage, donc le 150, et dans le code, on va générer le Z10 pour approcher à 10 mm de la pièce. Mais avec SolidCam 2024, en fait, maintenant, quand on vient programmer l'approche de la contre-broche, on a la possibilité de choisir en fait où se trouve le point de référence. Donc ici, vous voyez, je suis pas sur l'action mouvement, je suis sur l'action ici là sur ma table, sur la contre-broche. Et ici, j'ai accès à des nouvelles options qui n'existaient pas dans le passé, où j'ai la possibilité de lui dire, en fait, ce que je pilote, pardon, c'est l'origine de l'élément, donc de ma contre-broche, ou alors c'est l'origine de l'emplacement, ou alors c'est l'origine, enfin c'est une position de mon bridage. Et donc là, en l'occurrence, alors comme je suis comme je suis en Fanuc là, enfin c'était du Mazak, mais derrière c'est une base Fanuc. Quand je suis sur ma contre-broche, en fait, vous voyez le Z+, il est orienté vers la droite. Donc en fait, je vais pouvoir lui dire, mais moi, ce que je veux piloter, c'est non pas l'origine de la contre-broche, c'est en fait l'extrémité en Z- du bridage. Le fait de faire ça, si je reviens dans l'action de déplacement, de mouvement ici, ici, vous voyez que le petit point orange qui était à l'arrière, là, sur l'origine de la contre-broche, cette fois-ci, il s'est déplacé euh, en bout de bridage. Et donc, cette fois-ci, ce que je pilote, c'est le bout de bridage. Et je vais pouvoir lui dire, maintenant, j'approche à Z10. Ce qui est un peu plus logique, parce que l'idée, c'est un peu ça, c'est de lui dire, moi, je veux approcher à 10 mm de ma pièce. OK? Donc ça, c'est intéressant. Par contre, j'insiste, hein, sur Fanuc ou sur Mazak, ce que je vais générer dans le code, c'est pas 10. Ce que je vais générer dans le code, c'est ce qui est ici. Là, c'est juste pour le visuel. Donc, si on veut être logique avec le fonctionnement de la machine, sur les machines qui, en tout cas dans le code, ont besoin de générer la valeur par rapport à l'origine de l'élément, bah, si on veut que le code et la valeur qu'on met dans SolidCam correspondent, je vais plutôt piloter l'origine de l'élément. Par contre, si je veux respecter la logique, par exemple, de chez Index ou de chez Bumotech qui ont leur propre cycle et qui, eux, pilotent le bout de l'élément de bridage, on va plutôt utiliser, comme je viens de le faire, là, le bout de l'élément de bridage. Et en fait, de cette manière, la valeur que j'ai ici, là, va correspondre à la valeur qu'on a dans le code. C'est aussi ce qui explique que ces machines-là, en général, là, l'Integrex ou la NTX, en général, en fait, on commande ce déplacement, non pas par rapport à l'origine pièce, mais par rapport à l'origine machine. Mais c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus logique et c'est un peu plus facile d'utilisation pour vous, les utilisateurs, avec cette option-là. J'attire votre attention aussi. Hop, là, vous voyez, j'ai que 4 options. Origine de l'élément, origine de l'emplacement, longueur du bridage, en plus ou en moins. Je vais ouvrir un autre exemple, si vous me permettez, sur la Bumotech, justement. Hop.
Ah ouais, j'aurais dû le convertir avant le webinaire. Et en fait, je vais vous montrer justement, donc dans certains cas, en fait, on n'a pas forcément l'option qui nous intéresse, puisque là, en fait, on a le choix, hein, soit de piloter l'origine de l'élément, soit de piloter donc l'extrémité du bridage. Donc là, l'extrémité du bridage, ça nous convient, mais dans certaines situations, peut-être pas ouvert le bon exemple, dans certaines situations, l'extrémité du bridage pourrait faire que c'est pas ce qu'on souhaite. Et donc, du coup, ce que je veux vous montrer là, c'est qu'il est également possible de sélectionner un point non coupant qu'on peut définir un peu n'importe où sur notre élément de bridage. Et en fait, finalement, c'est ni l'origine de l'élément, ni l'extrémité du bridage qu'on va piloter pour l'approche. Mais c'est un point non coupant défini quelque part sur l'élément de bridage un point non coupant qui est défini quelque part sur mon élément de bridage. Bon bref, hop, je recalcule juste mes opérations et je vous montre ce principe-là. Ce qui m'intéresse dans cet exemple-là, c'est surtout voilà, pour la bumothèque. Je ne vais pas tout faire, ça n'a pas d'importance. Ok. Donc là, si je prends l'exemple de la bumothèque, c'est pour vous montrer justement mon élément de bridage, donc, qui est sur la broche principale. Hop. Eh oui, j'ai changé mes chemins. Tac, tac, tac. Navré. J'ai changé mon chemin et je n'aurais pas dû. Si. Non, je ne vais pas le retrouver. Voilà. Donc par exemple, voilà, sur cette bumothèque là, la configuration P, donc en fait on a simplement ici donc un élément de reprise avec un axe V et puis un axe W qui permet d'avancer l'élément de reprise. Donc ça permet en fait en quelque sorte de venir serrer la pièce et donc sur cet élément de reprise, donc ici vous voyez j'ai l'élément de reprise, je peux y venir monter plusieurs choses. Alors je le fais juste pour vous montrer, mais je peux venir monter une contrepointe. Donc c'est ça aussi l'intérêt des dernières versions de SolidCam, donc là je vais le supprimer, c'est d'apporter de la modularité, ou alors je peux venir définir un étau, et hop, je viens glisser l'étau ici sur mon élément de reprise. Et ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer ça. Sur cet étau, alors en fait, vous voyez, voilà comment un peu est défini l'étau. Donc il y a une base qui correspond à toute cette partie-là. Il y a le corps arrière avec les morts arrière. Il y a le corps avant avec le mort avant, bien sûr. Il y a sur la base, il y a bien sûr une connexion. Et alors ça, je vous le dis pour certains utilisateurs un peu avancés, normalement avec un clic droit, il faut que je casse le lien, ou je désactive en tout cas. Avec un clic droit, ici vous avez accès dans les connexions, pardon, avec un clic droit, vous avez accès à cette fonction contrôle des axes. Alors, cette fonction contrôle des axes, elle est importante dans le cas où vous avez un étau auto-centré. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, sur la base, on va définir un axe, une connexion linéaire pour que le mort, lui, il avance dans cette direction-là, qui se centre vers le centre. On pourrait faire une deuxième connexion pour le mort de l'autre côté et qui vienne, lui, se serrer dans la direction opposée. Mais après, comment on relie ces deux axes pour que, en quelque sorte, ils se ferment ou ils s'ouvrent en même temps? C'est via en fait ce clic droit, contrôle des axes. Et c'est là qu'on a la possibilité en fait de lui dire, je vais avoir un axe serrage des morts et j'ai un axe suiveur qui, lui, en gros, a un facteur de 1 pour 1, mais ça va être la direction opposée. Et c'est ce qui va me permettre, en fait, si je reviens sur mon bridage, quand je clique sur serrage des morts, là, c'est ce qui va me permettre de faire mon serrage auto-centrant. C'est-à-dire que quand j'en bouge un, il y a les deux qui bougent. Ok. Bon, bref, là, c'était juste une initiation pour vous expliquer ça. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc là, vous comprenez que j'ai mon élément de bridage. De base, quand vous êtes sur votre élément de bridage,
il y aura un point de montage qui se définit automatiquement. Et là, vous allez vous apercevoir que le point de montage, il se trouve ici. Mais l'extrémité de mon bridage, lui, est ici. Donc, ce qui se passe sur ce genre de machine, sur ce genre de bridage, quand on va venir avec l'axe W approcher pour venir serrer dans la contre-broche, bah, on veut ni piloter l'origine de l'élément de reprise, qui se trouve ici, ni piloter l'extrémité du bridage, qui se trouverait ici. Et là, donc, on a en quelque sorte un problème, et les options que je viens de vous montrer suffisent pas. Et on a aussi la possibilité, donc, avec un clic droit, un peu comme sur un peu des éléments un peu particuliers, par exemple la contrepointe, vous avez la possibilité aussi avec un clic droit d'ajouter un point pilotant non coupant. Et ce point pilotant non coupant, je l'ai défini voilà, à cet endroit-là. C'est l'endroit, en fait, c'est l'extrémité du mort qui va nous servir à piloter l'endroit où on vient se serrer ou approcher sur la pièce. Donc juste pour vous montrer, on va fermer ça. Et puis du coup, dans cette opération de serrage là, je pense que je ne sais pas si je l'ai défini. Oui, j'ai oublié l'élément de bridage. Pardon. On va le réimporter. Donc, hop. Oui, je l'avais pas défini dans cet exemple-là. Donc, je viens le réimporter. Bridage Umotech. Je prends un de mes étaux. Je le monte sur mon élément. OK. Et donc, du coup, on va venir ici. On va venir se serrer. Et au moment où on va venir approcher l'élément de reprise, et c'est ici qu'on va pouvoir choisir. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Donc là, j'avais défini mon élément de bridage, je l'ai importé dans ma bibliothèque, mais pour qu'il soit monté sur ma machine, il faut bien que dans ma mise en position, je lui dise, attention, le bridage que je veux utiliser, je l'ai pas sauvegardé. Bon, on recommence, navré. Voilà, le bridage que je veux utiliser, c'est l'étau en station 2. Ok. Donc je retourne ici, je retourne dans l'approche. Ok, bon. Je vais faire abstraction de l'axe B. Voilà, il est dégagé. Normalement, il devrait également, bien entendu, être positionné en Z. Mais voilà, là, je voulais juste vous parler donc de cette option-là, le point de pilotage quand on vient se serrer. Donc là, je vais pouvoir lui dire, OK, je veux approcher, et c'est le même principe. L'idée, c'est d'approcher en origine pièce pour lui dire, je veux approcher en Z2. Et mon problème, c'est ça, c'est que donc du coup, de base, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait le choix de l'origine de l'élément, mais ça veut dire qu'on pilotait le point là. Il y avait le choix de la longueur de bridage en Z-, mais à ce moment, ou en Z+, mais à ce moment-là, donc ça me récupérait à cause de la base qui est plus large que l'élément de bridage, ça me récupérait cette extrémité-là, donc ça ne me convenait pas non plus. Mais parce qu'on a défini un point pilotant non coupant dans l'élément de bridage, en fait, j'y ai accès dans la sélection là, dans cette opération MCO. Et donc derrière, quand on vient faire un mouvement, on va avoir la possibilité de lui dire, voilà, moi je veux me positionner. Je veux me positionner. Bon, alors il va me faire mentir. Je pense que mon projet là est pas défini comme il devrait. Mais on va pouvoir en fait piloter. Si je bouge le W, ouais, on va pouvoir piloter ce point-là pour lui dire, je veux l'approcher à Z2 ou à Z10. Et de la même manière, après, quand on lui dit, je veux venir serrer à tel endroit, on va récupérer la valeur de la mise en position. Donc ça, c'est voilà, c'est une grosse amélioration. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui vont être satisfaits de ça. Attention tout de même parce que ça va certainement nécessiter une mise à jour de votre post-processeur. Donc j'encourage les clients là qui ont un intérêt pour cette fonctionnalité. Peut-être voilà, on propose chaque année aux clients qui veulent
mettre en place un petit peu ces nouveautés, ou en tout cas prendre le temps de les parcourir avec nous, une journée de formation aux nouveautés. Et je pense que cette journée, elle est intéressante aussi parce qu'elle permet parfois aussi de mettre à jour les post-processeurs pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme c'est le cas par exemple de celle-ci sur les machines Bumotech ou sur les machines Index. Je sais que sur Index, vous avez un cycle L135, 139, je ne sais plus, j'ai un doute. Et en fait, dans ce cycle L139, vous avez en fait une variable pour la longueur de bridage. Et donc, du coup, la position de bridage que vous pilotez, elle tient compte de la longueur de bridage. Et ça fait écho avec ce qu'on vient de rajouter là dans, 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 dans SolidCam 2024. OK. Un petit point qui est aussi important, vous le voyez, alors je vais retourner sur l'autre exemple. En fait, à partir de maintenant, on va aussi simuler l'ouverture des éléments de bridage, simuler l'ouverture et la fermeture des éléments de bridage. Et alors, c'est pareil, vous pourrez regarder une petite vidéo avec 2-3 exemples. Mais hop, l'intérêt là, donc je suis revenu à cet exemple-là. Dans la mise en position en plus, ce qui est très intéressant. Alors là, c'est déjà le cas, mais je ne sais plus si je peux le redéfinir. On va le mettre à 80. Visuellement, vous voyez, je ne sais pas jusqu'à combien je peux l'ouvrir. Donc, dans la bibliothèque, pour ce mandrin, a été définie en quelque sorte la course du mort. Donc là, c'est de la même manière, hein, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure via clic droit et contrôle des axes. C'est ce qui permet de faire que quand j'ai un axe ici, j'ai un axe là, j'ai un axe là. Donc au début, on les définit de manière indépendante. Et ensuite, avec le clic droit, contrôle des axes dans la connexion, c'est ce qui permet en fait de rendre en quelque sorte l'axe du deuxième et du troisième mort suiveur de l'axe du premier mort, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que donc du coup, dans la mise en position, on vient définir la position de serrage, et vous retrouvez ici une option de serrage automatique sur la pièce brute. Si je clique là-dessus, en fait, c'est pas moi qui calcule, hein, il vient automatiquement mettre en contact l'étau, le mort, pardon, excusez-moi, mais ça marcherait aussi également avec un étau, sur l'élément de bridage. N'importe quoi. Je recommence. Il vient mettre en contact le mort sur la pièce brute. Et donc, on peut faire aussi la même chose en contre-broche. Et donc, en contre-broche, ici, visuellement, je vois ma pièce, d'accord, qui est dans la contre-broche. Je peux voir potentiellement, je peux augmenter un petit peu sa sortie ou la rentrée plus, d'accord, puisque c'est le but c'est ce qu'on doit définir dans la mise en position. Et c'est un peu le même principe ici, vous avez la possibilité de lui dire, on va pas serrer sur le brut, hein, on va serrer sur la pièce finie. Et même principe, il vient serrer automatiquement sur la pièce finie. Donc ici, vous voyez un diamètre 58, parce que certainement, on a 2 mm à charioter à l'extérieur. Mais si je m'amuse allez, on va faire le cas, à sortir, bon là c'est évidemment la pièce, on viendrait pas la tenir là-dessus, pourquoi que. Si je lui demande de resserrer sur la pièce finie, cette fois-ci, hop, vous voyez, il a calculé automatiquement le diamètre là de 56 sur lequel il doit venir se serrer. Et donc, ce qui a été aussi rajouté dans cette version 2024, c'est en quelque sorte, si je définis l'opération MCO, si je lui dis, voilà, ma broche principale de base, j'ai les morts et je veux mes morts, je veux les ouvrir. Je ne sais pas si vous avez vu là, hop, ma position. On va remettre à jour. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il m'a semblé. Non, peut-être pas. En tout cas, si je mets ouvrir ou fermer, normalement, voilà, on voit bien le changement de position. Bon, c'est un petit détail, mais dans le passé, en fait, il n'y avait pas ce lien entre l'action de ouvrir, fermer dans la MCO et le retour visuel dans la prévisualisation ou dans la simulation machine. Ok. Alors dans la présentation là des nouveautés, il y a toute une section, tout un passage sur tout ce qui est fraisage 3D, fraisage 5 axes.
Je vais pas en parler aujourd'hui, c'était pas l'objet de ce webinaire. On fera un webinaire un peu dédié au fraisage 3D et au 5 axes, donc là je vais pas en parler. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer, mais j'avais l'intention aussi de vous parler d'un autre point qui est pas vraiment une nouveauté de la 2024 parce que ça a été introduit dans la 2023 en réalité, mais ça a été continué d'être amélioré dans la 2024. Donc ce dont je voudrais vous parler, c'est en fait l'intégration d'un élément de bridage dans la bibliothèque parce que on s'aperçoit qu'en fait beaucoup de clients continuent à faire un peu comme avant, c'est-à-dire d'insérer l'élément de bridage dans l'assemblage SolidWorks. Malgré le fait que il y a des nouvelles fonctionnalités qui soient assez performantes pour ça. Donc là hier j'étais en formation avec un client qui m'a autorisé à reproduire un petit peu ce qu'on a fait. Ça lui fera aussi un exemple sur lequel se guider. Donc en fait simplement pour vous montrer, hein, on est dans le contexte d'une AS UMC 500, une machine 5 axes. Et donc sur le site de AS, hein, on peut télécharger les 3D des porte-outils, des étaux, etc. Et donc là, visuellement, voilà un petit peu ce que je récupère. J'ai téléchargé un 3D. En fait, j'ai une Reos, j'ai un étau, alors on va enlever les morts extérieurs. Tac, on va cacher celui-ci et on va cacher que je fasse pas de bêtises et on va cacher celui-ci. Parce que les morts, en fait, on peut les monter dans un sens ou dans un autre. On va même les désactiver, comme ça ils nous embêteront plus. J'en ai pas besoin. Ok, donc on a téléchargé le 3D, et puis en fait l'idée c'est, ok, plutôt que d'insérer ce 3D dans mon assemblage avec les fonctionnalités SolidWorks, je préférerais en fait définir ça directement dans ma bibliothèque comme élément de bridage. Et donc l'intérêt c'est d'apporter de la modularité, c'est-à-dire qu'en gros quand on va programmer un nouveau projet de fraisage sur la UMC, on pourra très bien dire je mets pas de bridage. Enfin, en tout cas, je monte ma pièce directement sur la table. Ou alors, je monte ma pièce dans cet étau-là. Ou alors, je monte ma pièce dans cet étau-là qui lui est même monté sur la Reos. Ou je pourrais très bien avoir d'autres Reos. Donc la question, c'est un petit peu comment on définit tout ça. Et voilà, dans ce webinaire aussi, je vais vous montrer. Donc le plus simple, c'est vraiment de télécharger le 3D. De le nettoyer s'il y a des choses à enlever, etc., ou à simplifier, ou à regrouper. Et ensuite, ce qui va être important, c'est de définir des systèmes de coordonnées dans SolidWorks. Donc ici, je vais définir le système de coordonnées, l'origine de ma Reos. Et en fait, c'est très simple, hein. Bon, en l'occurrence, le centre de ma table sur la UMC 500, je vous montre la machine. Voilà à quoi ressemble la UMC 500. En fait, l'origine de ma table, elle est au centre, ici sur la face supérieure. Donc l'idée, en fait, ça va être de renseigner l'origine de l'Areos. Et en fait, l'origine de l'Areos va venir se superposer avec l'origine de ma table. Donc on y va. Je viens sur la face arrière là, de ma Reos. Je me mets une petite origine. Donc là, en l'occurrence, je me mets un petit point, pardon. Je l'avais déjà, mais vous pourriez très bien télécharger un 3D et que l'origine soit pas au bon endroit. Donc c'est pour ça que je préfère le refaire. Je fais un système de coordonnées et je viens me mettre sur ce point-là. Ce qui va être important ensuite, c'est l'orientation de cette origine. Quand on regarde la machine, là, la UMC 500, si vous la regardez, dans ce hitcam, voilà comment elle est définie. J'ai le Z qui monte vers le haut, j'ai le X qui va vers la droite. Ok. Donc si je retourne là sur ma Reos, l'idée c'est de définir mon origine de la Reos de la même manière pour que les deux, en fait l'origine de la Reos va se superposer à l'origine de la table. Si jamais vous le mettez pas, vous orientez pas les choses de la même manière, c'est pas grave, vous pourrez les corriger. Mais ça veut dire que quand vous allez importer votre Reos, elle va pas se monter automatiquement correctement. Vous aurez besoin, à chaque fois que vous allez l'importer, de la tourner pour qu'elle se mette correctement. Donc l'idée, c'est de bien définir le repère pour que ça se mette automatiquement. Donc je vais simplement lui dire, moi le Z, je le veux, on pourrait cacher l'étau, hein. Hop, on va garder que la Reos. Ah, petit souci d'affichage, bon c'est pas grave. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais garder que la Reos.
va se faire un exemple, Eto. Ok. Alors, je voulais cacher. Je pense que c'est parce que j'avais pas sauvegardé. Non. Bon. Voilà. Je sais pas pourquoi il voulait pas cacher. C'est pas grave. On y arrive. Donc je cache mon Eto, je garde juste ma Reos. Et donc j'ai dit je veux créer un système de coordonnées sur ce point-là. Et donc là, en fait, bah, moi, je veux que l'axe Z il soit perpendiculaire à la face qui est là-haut. Et en gros, bah, le X il va être sur la droite. Attention tout de même, puisque la Reos, quand vous venez la monter sur la table, bah, est-ce qu'elle s'oriente comme ça ou est-ce qu'elle s'oriente comme ça? Bah, c'est l'orientation du X qui va être important. Donc ça, oui, dès que vous avez des éléments qui sont orientés, faut bien que vous fassiez attention à la direction du X et du Y pour que ça corresponde à votre machine. Donc là, en l'occurrence, puisque mon X et Y sur machine est comme ça, puisque dans ma Reos, j'ai défini le X et Y comme ça veut dire que je vais être monté par défaut de cette manière-là. Ok. Donc ça va être l'origine de ma Reos. Je vous encourage à les renommer, vous verrez plus tard, après pourquoi. Et puis ensuite, je vais lui dire, bah maintenant, je vais refaire un point à cet endroit-là, sur le dessus. Ok. Et ça, en fait, ça sera la connexion entre ma Reos et mon Eto. Ou je pourrais très bien avoir encore une Reos sur la première Reos. Hein. Tout est possible. Mais en tout cas, l'élément qui va se monter sur la Reos, ben en fait, l'idée, c'est de définir cet élément où est-ce qu'il va venir se monter sur la Reos. Donc c'est pour ça que je refais un point, je refais un système de coordonnées, et je lui dis même principe, mon Z, je le veux perpendiculaire, et le X vers la droite. Et donc ce système de coordonnées, je vais l'appeler connexion Reos. OK. Puis maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais réafficher un peu notamment la base de mon étau. Donc ça sera la base de mon étau. La base de mon étau, son origine, ça sera en fait la connexion Reos, hein, c'est la même chose. Je vais dire hop, origine, étau. C'est le même. Par contre, ensuite, il va y avoir en fait la connexion avec les morts. Donc c'est un peu le même principe. L'idée, c'est de venir définir une origine de connexion entre les morts mobiles et la base de l'étau. Alors là, en l'occurrence, bon, la vis, on s'en fiche un peu. Ça et ça, de toute façon, ça va bouger ensemble. Donc moi, je vais les regrouper en un seul élément. Ce qu'on va faire, c'est que on va définir une origine. Ça n'a pas trop d'importance. Je sais plus même d'ailleurs ce que j'avais décidé de faire, mais allez, on va le faire sur cette face-là. Et puis donc je vais dessiner un point à cet endroit-là. D'accord? Donc sur cette face et à cet endroit, sur cette face-là. Je me suis pas trompé, ouais, c'est ça. Et donc je vais créer une origine à cet endroit-là. Même principe, donc que les autres. Hein. L'idée c'est que on ait le Z vers le haut, le X vers la droite. Et donc ça sera la connexion de l'étau avec les morts, et puis c'est l'origine des morts. Ok? Voilà. Faudra certainement faire la même chose pour l'autre. Ouais. Alors, ça et ça. Même chose de l'autre côté. Donc on va se mettre sur cette face-là. Je refais un point. Donc ça, on va dire que c'est le mort de devant, et puis ça, c'est le mort de derrière. Hein. On va dire mort devant. Et puis l'autre, ça sera le mort derrière. Et toujours pareil, le Z vers le haut. Je recopie ça, connexion étau, hop, mort derrière. Ok. On est quasi bon.
Sauf que l'idée, même principe, c'est que en fait le point de montage de la pièce, on vienne le renseigner sur notre étau. Le point de montage de la pièce, hop, je voulais le faire comme ça. C'est plus où il doit être là-dedans. Je dois l'avoir dans l'exemple. Hop. Je vais ouvrir un exemple. Tac. Voilà. Oui, je me suis embêté là. En plus c'est moi qui ai dit une bêtise. Oui, bah voilà, le point de montage, il est bien en haut, c'est bien ça. Donc en gros, j'ai un peu fait une bêtise. Ça n'a pas d'importance. En gros, ce que j'aurais dû faire, puisque j'ai créé en fait mes points là, à cet endroit-là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre mes morts en position fermée. Donc en fait, je vais lui dire, ok, bah ça et ça, on va les libérer. Ça, on va le libérer. Ça, on va le libérer. Voilà. Et puis, bah ça et ça, on va former un assemblage. C'est juste pour les regrouper, hein. Donc vous voyez, avec un clic droit, je fais former un sous-assemblage. Donc ça sera le mort mobile à droite. Et puis, je vais faire la même chose pour celui à gauche. Donc clic droit, libérer. Donc le petit F, il disparaît. Ça et ça, je les regroupe. Former un nouveau sous-assemblage. Allez, ça marche. Maintenant que j'ai fait ça, en fait, je vais juste dire, bah, ça, cette face-là et cette face-là, je veux les rendre coïncidents. Donc là, du coup, il y en a une qui est approchée vers l'autre. Et puis surtout, en fait, je vais lui dire, bah, moi, ce plan-là, je veux le rendre coïncident avec... voilà, j'aurais dû le faire avant. J'annule. Donc le plan milieu de mon étau, je veux le rendre coïncident avec cette face-là. Voilà. Et puis cette face-là et cette face-là, je les veux en contact. OK. Là où je veux en venir, en fait, c'est que du coup, maintenant, je les ai positionnés dans cette position. Alors avec un clic droit, je vais simplement les fixer, comme ça bouge plus. J'ai pas besoin de remettre les autres contraintes. Mais maintenant que je les ai mis en contact au milieu, bah, en fait, vous vous rendez compte que l'origine étau pour le mort de droite et le mort de gauche, en fait, sont les mêmes. C'est pour ça que je vous ai dit, j'avais pas besoin de faire ça. Donc en gros, j'ai juste mon origine pour les morts qui est ici, qui a aussi la connexion avec l'étau, et on va faire exactement la même chose pour le montage de ma pièce. Donc le montage de ma pièce, comment il va se définir? La pièce, elle va venir potentiellement en appui sur cette face-là, sauf s'il y a une cale, et puis elle va venir ensuite en appui sur les morts qui sont ici. Donc c'est le même principe, l'idée c'est que je lui dise en gros l'origine de montage de ma pièce, ça va être au centre sur cette face-là. Donc j'y vais, hop, je fais une esquisse, je fais une origine, je la remets au centre, voilà, et je refais système de coordonnées sur ce point-là, et mon Z, c'est vers le haut. Donc ça sera l'origine de montage de ma pièce dans mon étau. Ok, maintenant que j'ai tout ça, bah, en fait, l'idée c'est de récupérer tout ça dans, dans SolidCam. Donc je vais le mettre de côté. Donc soit l'idée c'est quand même de créer une nouvelle bibliothèque pour qu'en fait on va enregistrer cet étau non pas dans la bibliothèque du projet, mais l'idée c'est de l'enregistrer dans une bibliothèque globale. Donc là je vais soit, si vous en avez déjà une, vous faites modifier une bibliothèque, soit on va créer une nouvelle bibliothèque. Donc je vais créer une bibliothèque en contexte machine dans mon cas, sur la as, et puis c'est parti. Dans cette bibliothèque, je vais pouvoir lui dire, soit on fait manuellement, c'est-à-dire qu'en fait chaque élément, on va aller les enregistrer séparément pour les enregistrer dans ma bibliothèque, soit il y a aussi une fonctionnalité qui peut s'avérer utile parce que ça permet de simplifier un peu l'importation, mais qui est en contrepartie pour des choses un peu complexes ou pour si vous voulez vraiment gérer voilà, l'enregistrement des fichiers, le nommage des fichiers, parce que vous avez beaucoup d'éléments de bridage à gérer et beaucoup de porte-outils,
c'est plutôt recommandé de le faire manuellement. Si vous êtes un client, voilà, vous avez 2-3 étaux, allez, une dizaine de porte-outils et que l'enregistrement, le nommage des fichiers, etc., c'est pas pour vous, c'est pas crucial. SolidCam, en fait, il va gérer tout ça automatiquement, il va les enregistrer à l'endroit où il en a besoin, mais pour les retrouver, c'est pas le plus facile. Donc voilà, en fonction de la quantité de fichiers que vous avez à gérer, soit il faut privilégier l'approche manuelle, l'importation manuelle, soit on a la possibilité ici, vous le voyez, d'importer automatiquement depuis la CRO. Et là, je vais le montrer de cette manière-là. Donc, l'intérêt d'importer un assemblé depuis la CRO, c'est de ne pas avoir besoin d'enregistrer en STL moi-même les fichiers, etc., etc. Et puis, il va venir tout sauvegarder là-dedans. Le problème, c'est qu'il va tout sauvegarder en vrac là-dedans, et puis il va tout sauvegarder sous les noms des fichiers CAO. Donc, c'est vrai que si vous avez 30 éléments de bridage à importer, bah, à la fin, ça peut vite devenir un bazar. Donc, bah, rien ne m'empêche, moi, tout de suite, de créer un sous-dossier, de renommer les fichiers CAO comme il faut. Mais bien, beaucoup de clients préfèrent faire, voilà, fichier enregistré sous en STL pour la hausse, fichier enregistré sous pour les taux, la base, fichier enregistré sous pour les morts. Ça permet de les enregistrer à l'endroit que vous souhaitez, sous le bon nom. Et puis après, en fait, vous recréez le, le, le montage de tous ces éléments. L'intérêt d'importer un assemblé depuis la CRO, c'est que c'est un peu plus automatique. Donc j'y vais, je clique sur le bouton générer en tant que bridage. Donc là, c'était important qu'en arrière-plan, ça soit bien cette fenêtre-là qui soit active pour qu'il m'importe les éléments 3D qu'il y avait ici et pas ceux de la fenêtre de droite. Et visuellement, voilà un petit peu ce que je récupère. Donc j'ai la possibilité, bien sûr, de les renommer si je le souhaite. Donc ça, par exemple, c'est normalement, ça devrait être ma Reos. Hop, et c'est pas le cas. Ma Reos, évidemment, elle est tout en bas. Donc ça, je vais dire que ça, c'est ma Reos. OK. Ce qui est important aussi, c'est que du coup, il me l'importe avec l'origine CAO qui se trouve ici. Donc là, avec un clic droit, c'est important. Je vais lui dire maintenant, moi, l'origine de ce truc-là, c'est l'origine Reos. Ensuite, je vais pouvoir lui dire, bah moi, je veux récupérer la base de mon étau qui vient se monter dans ma Reos. Donc hop, je le glisse. Et ça, on va dire, c'est base étau. La base étau, on l'a dit, hein, c'est avec un clic droit, on va lui dire changer l'origine, on va lui dire c'est la connexion Reos origine étau. Ce qui est important aussi, c'est de cocher cette option-là, connexion selon l'origine du composant descendant. Pourquoi? Parce que quand je vais importer ma Reos, j'aimerais tant qu'à faire qu'il me crée une connexion selon l'origine de la base étau. Donc en fait, cette origine-là, elle servira aussi de connexion à ma Reos. Voilà, tout simplement. Et puis bah, lui, on va lui faire la même. Hein. Ensuite, donc on va l'importer là. Mais en fait, l'axe, bah, je souhaiterais le fusionner avec l'étau. Donc avec un clic droit, j'ai la possibilité de lui dire que je veux combiner l'axe au bridage. Donc pour que ces deux éléments-là, ils ne forment plus qu'un. Donc là, vous voyez, l'intérêt, c'est que j'ai un élément, un composant qui prend la base et l'axe. Et puis après, bah, je vais lui dire, OK, moi je veux donc ça va être le mort de gauche, je crois, je ne sais plus. On va être comme ça, voilà. Donc ça, c'est le mort arrière, ok. Et puis ça sera le mort de devant. Et là, cette fois-ci, regardez bien, je les mets au même niveau. Je les mets pas dépendants. Et puis ça et ça, bah qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah il les a pas fusionnés. Oui, parce qu'ils sont dans un sous-ensemblage, mais j'ai deux pièces. Donc ça, ok. On recommence. Donc il faut que je les fusionne, en fait, tout simplement. Donc Maréos, elle est comme ça. Voilà. Donc celui-là, c'est celui qui est devant. Donc celui-là, je vais le mettre avec le devant. Donc ça et ça, je les fusionne. Clic droit, combiner. Et puis lui, je vais le fusionner avec l'arrière. Je vais le combiner avec l'arrière. OK? Donc vous voyez, j'ai simplifié un petit peu mon assemblage. Hein. J'ai ma Reos, j'ai mon étau, j'ai mon mort arrière et j'ai mon mort devant. Par contre, il ne faut pas que j'oublie non plus, avec un clic droit, de lui dire que l'origine des morts, c'est celle-là, la connexion étau.
Alors, je vous ai peut-être dit une bêtise, parce que ça, dans la 2024, a priori, ça a changé. Donc, sur Mareos, je peux aussi, avec un clic droit, lui dire, mais en fait, on va ajouter un... pardon. Sur les morts, pardon, on va lui dire, on ajoute un point de montage de la pièce, et ça sera l'origine montage. Voilà. Donc là, en fait, j'ai bien Mareos, on voit avec la bonne origine. Normalement, il y a une connexion qui va se créer par rapport à l'origine de l'étau, qui sera ici, et on voit bien toujours avec le Z vers le haut et le X vers la droite. Normalement, j'ai une connexion qui va se créer sur la base étau à cet endroit-là, qui est en fait l'origine de mes morts, et sous les morts, j'ai le point de montage de ma pièce. OK? Une fois que j'ai ça, je vais dire OK. Et donc là, en gros, ça me permet d'avoir ici un élément de bridage qui est défini et que je vais importer dans ma bibliothèque, dans la bibliothèque de ma as UMC. Alors pour l'importer, je pense que je suis obligé de... Ah, j'ai fait un mauvais clic. Bon, navré. On va le refaire rapidement. Général. Et puis on était ici, donc on avait préparé tous les éléments via importer. Et puis on avait l'élément qui était dans cette colonne-là qu'on voulait importer. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais essayé de le glisser. Et en fait, évidemment, je ne pouvais pas glisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, visuellement, tout ce que je vois, tout ce que j'ai accès, c'est le magasin d'outils. Et donc, c'est évident, SolidCam, il me laisse pas glisser l'élément de bridage que j'étais en train d'importer dans le magasin d'outils. Donc en fait, je suis venu cliquer là-dessus et puis ça a annulé mon importation. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi. L'idée, c'est que en gros, vous veniez dans l'affichage, vous passiez en vue avancée. Et en fait, l'intérêt de cette vue avancée, c'est que du coup, vous voyez, en fait, il affiche plus que le magasin d'outils, en fait, il affiche toute votre machine. Et si j'étais passé sur vue avancée, j'aurais pu importer l'élément de bridage qui était dans cette colonne-là, j'aurais pu glisser soit dans le stockage, soit directement sur la table. Et donc, du coup, si je l'avais fait, j'aurais récupéré mon élément de bridage là directement dans la bibliothèque. Et donc, juste pour vous montrer, puisque du coup, on en était là, voilà ce que ça aurait dû me donner. En gros, j'aurais dû donc récupérer ma Reos, mon étau, et si on va regarder, sur la Reos, normalement dans connexion, hop, normalement on récupère une connexion, et cette connexion, vous le voyez, normalement elle est décalée de 100 mm ici, entre la jonction entre l'étau et l'origine de ma Reos. Puis ensuite, normalement on récupère l'étau. L'étau, son origine est ici, et de la même manière, sur cet étau, on a une connexion, et cette connexion, elle est décalée de 65 mm. Alors là, je ne l'avais pas fait tout à fait de la même manière. Normalement, on pourrait très bien lui dire, non, c'était sur cette face-là, 57. Donc l'origine, elle aurait été à cet endroit-là. OK? Et sous cet étau, normalement, ici, on a un point de montage, et ce point de montage, il correspond à l'origine qui est là. Donc ce que je vous disais là, cette face-là, pour dire que la pièce, elle va venir se monter à cet endroit-là. En dessous, alors moi je l'avais fait comme ça, j'ai qu'un seul mort. Ouais, j'ai qu'un seul mort. Le mort, en fait, j'avais défini les deux morts ensemble. Non, non, j'avais défini. J'ai fait mon compte, je ne sais plus. Oui, en fait, j'ai défini qu'un seul mort, et en fait, alors pardon, sur les taux, dans les connexions, ici, vous avez la possibilité aussi de faire des répétitions. Donc en gros, soit en fait, vous avez les deux morts qui apparaissent ici, qui sont enregistrés séparément, soit vous pouvez très bien en avoir qu'un seul, et dans la répétition, vous pouvez lui dire, en fait, ce mort, il est répété à 180 degrés de l'autre côté. Donc de base, normalement, voilà un petit peu ce que ça me donne. Si je me mets sur le bridage, de base, en fait, mes morts, je les récupère comme ça, donc collés. Soit j'en ai deux et ils sont collés, soit j'en ai un seul, et ici, dans la connexion,
au niveau de l'étau, hein, pas au niveau du bord, c'est vraiment l'étau qui fait la répétition. J'ai une répétition. Et toujours au niveau de l'étau, ici, en fait, la connexion, vous voyez, elle est définie en tant qu'axe linéaire. Alors, c'est important, si jamais vous avez fait une connexion statique, ça veut dire que le mort, il est statique sur l'étau, donc il bougera pas. Et si jamais vous êtes trompé avec un clic droit, vous pouvez le changer pour le basculer en axe de translation. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez défini une connexion avec un axe linéaire, vous allez pouvoir ici venir dans Données de l'axe et vous allez pouvoir dire, ça, c'est l'axe de mon étau ou des morts, peu importe comment vous l'appelez. Dans cet axe, vous pouvez donner la direction. Donc là, en l'occurrence, la direction, c'est le X, mes morts, ils vont s'ouvrir dans la direction du X. Vous allez pouvoir donner une position minimum. Donc 0, j'ai mes morts fermés. Maximum, là, mes morts, ils sont ouverts à 110. OK. Vous pouvez renseigner la position par défaut. Donc là, en l'occurrence, je pourrais très bien lui dire, moi, mes morts, ils s'ouvrent par défaut, ils sont à 60. Et donc, du coup, en faisant ça, par défaut, automatiquement, là, les morts, ils seront, quand vous allez sélectionner le bridage, ils seront ouverts à 60. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il faut prendre le temps de bien définir les éléments. Mais ce qui va être important ensuite, c'est que du coup, maintenant que j'ai défini tout ça, de le définir dans la bibliothèque et de pas de le définir via les fonctionnalités d'assemblage, c'est un petit peu ça. C'est de permettre cette modularité. Donc juste pour vous montrer, je viens dans ma mise en position, puis je vais lui dire, OK, là, je vais définir un bridage. Et en fait, le bridage, je peux aller le sélectionner depuis la bibliothèque. Donc je clique là-dessus. Dans mon stockage, j'ai ma réo, j'ai mon étau, et donc je pourrais très bien prendre le tout et le glisser sur ma table. Je la sélectionne. Ah, hop, j'ai oublié de vous le montrer, excusez-moi. Au moment où je le mets sur ma table, c'est aussi pour ça que j'affiche cette fenêtre-là, parce que du coup, dans la prévisualisation de la machine, visuellement, hop, voilà, je récupère tout ça directement sur la table. Et vous voyez que le fait de glisser, ou de le copier-coller, ça n'a pas d'importance, ça se met automatiquement comme il faut sur la table. Si jamais, et ça c'est vraiment parce que les origines, les repères ont été définis comme il faut par rapport à la machine. Si jamais, quand vous le glissez ou quand vous le copiez, c'est pas mis comme il fallait, ça veut dire qu'en fait mon bridage, il faut que je revienne sur la connexion du bridage et j'ai tout de même la possibilité de lui dire, là en fait mon bridage, tu vas le tourner par exemple autour de Z de 90 degrés. Parce qu'en réalité, quand je monte mon bridage, je suis orienté comme ça. Donc vous avez la possibilité de le changer après coup, ou même si vous étiez trompé, vous voyez, je peux lui dire, non, j'ai une plaque en dessous, ma plaque elle fait 50 mm d'épais, donc en fait ma réhausse elle est déjà rehaussée de 50 mm. Tout est possible, d'accord? Mais l'idée c'est quand même que vous le définissiez correctement sur l'élément de bridage, pour que quand vous l'insériez, par défaut, il soit bon. OK, donc après on le valide. Le fait de le valider, ça le sélectionne dans la mise en position. Et en fait, si vous venez sur le point de montage, donc c'est ça qui est intéressant. Bon là, j'ai une pièce qui est un peu disproportionnée par rapport à mon étau. Navré, l'exemple est pas très probant, mais mettons, je me mets à 110, d'accord? Ouais, il est tellement ouvert là l'étau qu'il est carrément en dehors de la base, mais mettons. Et en fait, je vais avoir la possibilité. Je mets tout à 0, comme ça on sera bon. Voilà. De base, ma pièce, elle va être montée comme ça. Non, elle devrait être montée sur cette face-là, on a dit. Une fois que je suis dans ma mise en position, que j'ai mon bridage, donc sur le point de montage, normalement, ma pièce, elle vient se monter dedans. Pièce 35. Où est ma pièce? Ma pièce. Voilà. Je la retourne de 90. Ok. Et ce que je voulais montrer, je pense que j'ai pas récupéré mon bridage. Voilà. Ce que je voulais montrer, c'était simplement ça, mais pas 35. 25 par exemple. Allez.
Ce que je voulais vous montrer, c'était juste ça. C'est en gros la fonction dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais j'avais mis 90. La fonction dont j'ai parlé tout à l'heure, ici là, pour qu'en gros il y ait un serrage automatique de la pièce brute sur la pièce, bah, c'est important. Elle va fonctionner que si les morts en position ouverte sont plus grands, bien entendu, que la pièce. D'accord? Donc c'est pour ça que je me mets à 90 d'abord. Et si je clique là sur le bouton, ouais, mais c'est parce que ma valeur par défaut elle est déjà 60, donc ça n'ira pas. Si je remodifie mon bridage, tac, tac, tac. Donc là, je reviens sur mon bridage. Vous voyez, par défaut, en fait, il est ouvert à 60. Donc c'est déjà moins que ma pièce. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas aller. Et c'est pour ça que cette fonction, elle marchera pas dans mon cas si je change pas cette valeur. Donc de base, il est ouvert de 90. Si je reclique sur le bouton, bah là en fait il se serre, vous voyez, vers le brut. Mais de base, comme on était à 60, d'accord, si je clique sur le bouton, bah en fait finalement les morts ils vont s'ouvrir pour venir serrer la face qui est là, d'accord. Donc c'est juste ça que je voulais vous expliquer. C'est important. Il faut que votre bridage il soit défini dans la position ouverte au maximum, en dehors du brut, si vous voulez en fait que cette fonction-là, elle fonctionne automatiquement pour qu'il aille se plaquer sur cette face de la direction de l'extérieur vers l'intérieur et pas de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, c'est un petit détail, mais je voulais le mentionner. Écoutez, on arrive au bout de ce webinaire. Je vous ai un peu montré tout ce que je voulais. Il y a la possibilité normalement dans l'interface là qu'on utilise de poser des questions. Je vous laisse 30 secondes, 1 minute si jamais vous vouliez le faire. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous avez nos coordonnées. Il y a le support qui est disponible. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour des questions, pour des renouvellements de maintenance, pour des besoins de formation, des besoins de post-processeur. On est là. Et vraiment, cette version 2024 SP2, bah, elle amène des choses intéressantes. Ne vous précipitez pas. Malheureusement, vous avez vu, la fin de la présentation, elle s'est pas passée comme j'aurais voulu. J'ai eu 2-3 petits soucis, mais voilà, c'est des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Donc on est encore en SP2. Prenez le temps, voilà, faut que ça ait un vrai intérêt d'installer cette mise à jour. Elle vient d'être disponible, donc ne vous précipitez pas. Et puis donc il y a des mises à jour qui vont continuer à arriver régulièrement. Et puis on fera d'autres webinaires, notamment sur le fraisage 3D et puis également sur le tourbillonnage en décolletage. Écoutez, je vois pas de questions, donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt.